burger est encore plus juteux qu'avant et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et de... Le fromage? Oh. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux. Vous regardez l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Éco-Région, votre émission économique qui parle business sur NRTV, où tous les mois nous recevons un entrepreneur de la région pour nous parler de son entreprise, de son business. Et pour cette émission d'aujourd'hui, eh bien, nous allons parler vin, vigne et milieu vinicole. Et nous avons choisi de recevoir Reynald Parmelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire du domaine La Capitaine à Benien. Et nous sommes en compagnie, comme tous les mois, de Stéphane Meyer, spécialiste en gestion de PME. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Alors Stéphane, en introduction, dites-nous tout, c'est quoi le domaine La Capitaine ? Le domaine de La Capitaine, on le connaît pour une raison assez évidente, qui a fait son succès aussi, c'est la fameuse bouteille bleue. On va en parler, un ovni un petit peu dans le milieu du vin, mais qui a fait son succès. On va essayer de décoder un peu comment est-ce qu'il en est arrivé jusque-là, qu'est-ce que ça a donné. Et en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente le domaine La Capitaine avec son chiffre d'affaires par exemple ? Tout à fait. Le domaine de La Capitaine, c'est environ 2,2 millions de chiffre d'affaires annuel, qui est décomposé, on va le voir un petit peu plus tard. 190 000 bouteilles vendues par année, avec certaines fluctuations. On est sur une moyenne qui est plutôt en progression. Et puis 7 employés fixes, c'est sans compter l'ensemble des saisonniers, le personnel pour la partie événementielle, environ une trentaine d'employés ponctuels qui peuvent venir agrémenter ces personnes-là. Ce chiffre d'affaires, comment est-ce qu'il se décompose ? Quels sont les clients en fait, du domaine La Capitaine ? Alors, en se concentrant surtout sur la vente de bouteilles, on voit qu'on est principalement un bon équilibre entre 30% de vente auprès des privés, 30% également auprès de la restauration et, assez surprenant pour un vigneron de notre région, 30% dans les magasins. Le dernier 10%, lui, est plutôt au niveau de l'export. Là aussi, fait intéressant, peu de nos vignerons arrivent à s'exporter. On va essayer d'un petit peu en savoir plus. Quelles sont les recettes de ce succès ? Et donc, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est de savoir comment s'inscrit le domaine La Capitaine dans le marché du vin en Suisse. Oui, alors un marché du vin en Suisse qui connaît malheureusement un déficit très très long et continu depuis une vingtaine d'années, plus de 20% de baisse au cours de ces 10 dernières années. Mais on peut pas le voir sur la côte, justement. Voilà, on peut le voir. La côte tire un petit peu son épingle du jeu. Je dirais le canton de Vaud, de manière générale, s'en sort pas trop mal, même si ça reste difficile pour tous les vignerons vaudois. Mais on voit qu'en comparaison, typiquement sur les ventes en grande surface, comme on le voit ici, le vin vaudois est en progression, légère progression, alors que nos voisins, que ce soit Genève ou Valais, eux ont une baisse quand même relativement importante au niveau des ventes. Alors on verra si notre invité justement a des explications quant à ces chiffres. Il y a peut-être justement un facteur important aussi, c'est de se démarquer. Et notamment, le domaine La Capitaine fait aussi de l'événementiel. Oui, en effet, l'événementiel comme peut-être source pour amener de nouveaux clients, pour faire connaître son domaine, aussi pour démontrer la beauté du lieu. On va pouvoir en parler un petit peu. C'est un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus restreint, 120 000 francs, uniquement pour la partie événementielle, 5% seulement de la part du chiffre d'affaires global. Mais on va le voir peut-être que l'événementiel n'est pas en soi le but, mais un moyen d'amener et de vendre des bouteilles peut-être. Et Stéphane, on terminera cette émission en parlant bien entendu des enjeux futurs. Quels sont les enjeux en fait pour un vigneron dans le Distrignon ? Oui,
Oui, des enjeux qui vont s'inscrire dans la durée, des enjeux qui sont soutenus aussi par des associations régionales ou nationales. On le voit, hein, le canton, ou plutôt même l'État, veut promouvoir ces vins avec ce chiffre simple. Le budget pour la promotion de Swiss Wine était de 2,8 millions en 2022. Il a été décidé de passer à 9 millions pour 2023. Il y a une volonté au niveau national de promouvoir nos vins. On va essayer de voir quelles astuces est-ce que M. Parmelin peut nous donner qu'on pourrait peut-être conseiller à faire appliquer par les autres vignerons. Et bien entendu, on pense aussi dans les défis à l'inflation, au climat, mais tout ça, on va en parler avec vous, Reynald Parmelin. Stéphane, merci. Venez donc nous rejoindre sur ce plateau. Reynald Parmelin, alors quand je vous ai eu au téléphone pour préparer cette émission, et puis notamment pour avoir tous ces chiffres qu'on vient de voir ensemble et qui vont faire le cœur de notre émission, alors je vous ai demandé tout simplement comment ça va les affaires, et vous m'avez répondu, tout va très bien. C'est une réponse, ça. Donc, effectivement, tout va très bien pour la capitaine. Oui, tout va très bien. Alors, c'est pas parce que tout va très bien que ça peut continuer très longtemps comme ça. Il faut se battre tout le temps pour que ça continue. Ouais, mais aujourd'hui, il y a ce constat-là, quand même, qui fait que, contrairement aux chiffres qu'on a vus avant, les vôtres se portent à merveille. Oui, on a cette chance-là. Je pense qu'on a plusieurs choses qui nous aident à aller bien, très bien. Il n'y a pas qu'une recette miracle, il y en a peut-être plusieurs, on va dire. Mais voilà, non, on ne se plaint pas du tout. Alors on va les détailler justement, ces recettes. Avec vous, Stéphane, on va parler déjà de cette entreprise avec son chiffre d'affaires, son nombre de bouteilles vendues. Concrètement, on a parlé de 2,2 millions de chiffre d'affaires annuel. Ça représente quoi pour une entreprise du Distrigno ? Alors, c'est quand même une entreprise, je dirais, dans le domaine vitivinicole, qui est une entreprise de taille relativement importante par rapport aux vignerons régionaux. Ce qui est intéressant dans la décomposition de ce chiffre d'affaires, et ce sur quoi peut-être j'aimerais un petit peu vous entendre, déjà, vous avez réussi à défoncer les portes des grandes surfaces, ce qui est assez rare pour des vignerons régionaux. Il y en a quelques-uns qui y sont arrivés. Peut-être pouvez-vous nous en dire plus? Depuis quand est-ce que vous êtes présent dans ces grandes surfaces? Quel est le challenge de travailler un peu avec ce canal de distribution un peu particulier quand même? Alors, je dirais, on a commencé il y a 30 ans, donc ce n'est pas tout à fait hier. Hein. Quand je suis parti, je me suis mis à mon compte, à vrai dire, mon frère a repris tout le domaine familial au niveau vente, au niveau client. Pourquoi? Parce qu'on s'est coupé le domaine en deux au niveau surface viticole. Moi, je partais en bio. Donc je m'imaginais bien, il y a 30 ans, qu'on allait perdre des clients si je prenais la moitié des clients, par exemple. Donc j'ai tout de suite dit à mon frère, garde tous les clients. En plus, moi, j'allais dans une cave à 2 km, mais il fallait faire déplacer les gens qui avaient l'habitude d'aller chez mes parents. Donc je dis, garde les clients, garde le tout, et puis moi, je repars à zéro. C'était aussi avec une petite idée derrière la tête, que je voulais partir en bouteille bleue. Dès le départ. Vous aviez déjà pressenti, l'intérêt du bio et imaginé une bouteille qui sorte du lot. Vous vous êtes dit, ça, c'est peut-être les clés du succès pour rentrer un peu dans ces canaux. Ouais, j'ai eu la chance de travailler aux États-Unis, en Australie, où on a un côté marketing qui est beaucoup plus développé qu'en Europe, on va dire, en général. Et puis, j'avais remarqué une chose quand j'étais aux États-Unis, par exemple, c'est qu'il y avait des domaines qui allaient très bien, et puis il y a des domaines qui n'allaient pas bien du tout, puis ils étaient l'un à côté de l'autre. Et puis ça m'a un peu secoué, on va dire. Puis j'ai analysé le pourquoi du comment, et puis je me suis dit que, il y en a qui allaient bien, puis il y en a qui allaient mal. Et puis moi, je me suis dit, ce jour-là, je veux être dans ceux qui vont bien. Puis après, j'ai essayé de faire pour, voilà. Et les recettes, ça s'avérait, le bio, une bouteille bleue. J'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille il y a 30 ans ? Début des années 90, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, exactement. Il y a 30 ans, de vous dire, le bio, il y a du potentiel, je dois aller dessus. À l'époque, c'était un pari, je dirais, risqué. Les coûts pour la transformation du domaine en bio, peut-être une exploitation qui n'est pas la même, la rentabilité du mètre carré n'est pas la même. C'est un risque. Quel est l'indicateur ou qu'est-ce qui vous a fait prendre ce risque ou rassurer? Il y a différentes choses. Ce n'est pas du marketing à la base, vraiment le bio. Le bio, c'était une volonté de produire plus propre, de pouvoir aussi avoir quelque chose qui puisse être pérennisé, qu'on puisse redonner à nos enfants plus tard. Donc le chimique n'a pas un avenir à ce niveau-là, à mon avis. J'ai aussi la chance de faire 2 fois des stages, aussi bien en Australie qu'aux États-Unis, par un pur hasard dans des domaines bio. Donc ça m'a intéressé. Déjà à l'époque aussi en bio. Oui, à l'époque en bio, oui, tout à fait. Et puis plus tard, quand je suis revenu à Changin, où j'ai enseigné à Changin, en commençant à parler, on a monté un module avec des collègues et autres, et on a parlé de plus en plus du bio.
Donc il y avait différentes choses, il y avait aussi un côté défi. Moi je suis un technicien, hein, vraiment à la base, c'est la technique viticole, œnologique qui m'intéresse. Et il y avait ce défi qui m'intéressait, il y avait le défi aussi de la qualité. Parce qu'il y a 30 ans, on parlait des vins bio surtout en mal plutôt qu'en bien. Ils n'avaient pas très bonne presse, en effet, à l'époque. À juste titre, souvent, parce qu'il y avait beaucoup de non-professionnels dans le bio. Alors, quand vous ne maîtrisez pas la viticulture, vous perdez la récolte parce que vous avez des maladies. Quand vous ne maîtrisez pas l'œnologie, vous perdez sur la qualité. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on avait un peu les dents de scie sur les qualités de vin bio. Et moi, c'est le défi qui m'a aussi intéressé. Donc, il y a plusieurs choses qui m'intéressaient. Alors, le bio, je dirais, c'est un des éléments clés qui a probablement fait aujourd'hui votre place un petit peu prédominante quand même sur le marché. Un autre aspect qui peut être perçu comme aussi assez spécifique à votre domaine, c'est cette diversification dans votre gamme. Vous avez amené de nombreuses nouvelles vignes peut-être, ou nouvelles façons de traiter, nouveaux assemblages. Là aussi, d'où vous vient cette idée de dire, bah voilà, on connaît le chasselas classique, peut-être une vieille vigne, peut-être un ou deux rouges. Aujourd'hui, vous avez une gamme quand même d'une trentaine de bouteilles différentes. Là aussi, d'où vient cette idée? C'est plus de travail, c'est du travail œnologique en amont, c'est une mise en bouteille différente, il y a des coûts. Faire des gammes différentes, c'est aussi des coûts supplémentaires. C'est un risque que vous avez pris. Pourquoi et comment vous êtes lancé dans ce risque? Il y a différentes raisons. Il y a une première raison, c'est que faire tout le temps la même chose, ce n'est pas très intéressant. Donc c'est intéressant de varier les cépages parce qu'on travaille différemment à la cave, différemment à la vigne. C'est une qualité au niveau viticole, c'est qu'on étale aussi le travail. Mon papa avait beaucoup de chasselas, un petit peu de pinot, un petit peu de gamay. Donc les vendanges, c'était boum, tout en même moment sur une semaine, 10 jours. Nous, on étale les vendanges sur un mois et demi maintenant. Donc c'est aussi une qualité. Et toute la saison, c'est comme ça. Quand ça pousse au printemps, ça ne pousse pas tout en même temps. Donc voilà, il y avait ça. Donc finalement, à la fois, peut-être des risques un peu, mais calculés parce qu'ils permettent de niveler un peu plus le travail sur la saison. Donc peut-être même un intérêt finalement à avoir un travail plus équilibré sur la saison. Alors techniquement, c'est largement mieux, spécialement pendant les vendanges, où quand vous avez les vendanges qui s'étalent, il y a moins de raisins qui rentrent à la fois à la cave, vous avez plus le temps de vous en occuper, plus le temps d'être pointu à la cave et sur tout ce que vous faites. Alors justement, moi je me dis, avec les risques dont vous parlez, effectivement, Stéphane nous dit, des risques avec le bio, des risques avec la multiplication de ces cépages, mais alors qu'est-ce qui a fait que ce risque a payé finalement ? Je pense que il y a quand même un petit côté marketing dans le sens où j'ai toujours su où je voulais aller. Dans le sens où j'ai toujours su que je voulais aller vendre à la restauration, que je voulais vendre dans les magasins. Et puis si vous analysez simplement, vous remarquez qu'il y a des restaurants où ils font de la cuisine italienne, de la cuisine française ou grecque. Et on n'a pas besoin des mêmes vins pour les différentes cuisines. Donc voilà, il y a eu ça. Après, les risques, si on ne prend pas de risques, on n'avance pas, je veux dire. C'est l'indépendant. L'indépendant, il prend des risques, par définition. Effectivement. Et puis, on va reparler du marketing. Mais Stéphane, entrons peut-être justement avec ce que vient de nous dire M. Parmelin, avec cette manière, en fait, de couper le chiffre d'affaires en 4 parts presque égales, mais en tout cas, de s'adresser à plusieurs clients de manière plus ou moins égale. Oui, ce qui est intéressant justement, il est assez rare d'avoir quand même des vignerons qui ont 30% de leur production qui part à la distribution, 30% à la restauration. On a souvent des vignerons qui sont privés et restauration, un petit peu qui vont faire du magasin. Vous avez réussi à trouver cet équilibre. Est-ce que là aussi cet équilibre, il est recherché, hasardeux? Vous vous êtes dit, je vais équilibrer les risques comme ça. La pandémie, la restauration, ça a chuté, les magasins, ça se passait bien. C'est une volonté d'avoir un peu cette part égale ou ça a vraiment été le hasard qui vous... Non, il y a un peu les deux. Il y a une volonté, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand même. Quand on sort d'une école comme Changin, on a quand même une petite idée sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Après, il y a les opportunités. C'est clair que si j'ai beaucoup de restaurants qui me demandent mon vin, je ne vais pas leur dire non parce qu'on dépasse les 30%. À vrai dire aussi, ce qui s'est passé, c'est que le domaine est parti tout petit à la base. Moi, j'ai repris 3 hectares de mes parents. Après, j'en ai pris 4 que j'ai loués. Après, j'en ai repris 3. 20 aujourd'hui. 25 même maintenant. Ouais. À vrai dire, on a agrandi le domaine chaque fois qu'on manquait de vin. On n'a pas agrandi le domaine puis cherché les clients, on a fait le contraire. On a cherché les clients, puis quand il nous manquait du vin, on agrandissait le domaine. Donc voilà, c'est un petit peu une façon de faire qui est un tout petit peu différente. Après, on essaye de niveler un tout petit peu les risques. L'exportation, c'est un très bon exemple aussi. On pourrait se passer largement de l'exportation actuellement, on n'en aurait pas besoin.
Mais j'ai toujours pensé qu'un jour, j'aurais peut-être des problèmes en Suisse. Donc, quand je suis parti sur l'export, il y a plus de 20 ans maintenant, presque 25, je me suis dit, c'est une porte de sortie. Et dites-nous où vous exportez. Je suis curieux de savoir jusqu'où voyagent les bouteilles bleues à travers l'Europe ou même le monde. Alors, c'est une réflexion assez simple. Où est-ce qu'il y a beaucoup de vin, où est-ce qu'il y a peu de vin? Peu de vin dans le nord de l'Europe, donc on vend sur le nord de l'Europe. Où est-ce qu'il y a un pouvoir d'achat supérieur en Europe? C'est plutôt le nord de l'Europe que le sud de l'Europe. Et qui ont un attrait pour ce qui est bio également au nord de l'Europe. Voilà, exactement. Le nord de l'Europe était beaucoup plus vite vert que l'était ou l'est le sud de l'Europe. Donc c'était une simple logique entrepreneuriale, on va dire. Après, j'ai fait des expositions, donc j'allais en France, à Millésime Bio, qui est à Montpellier ou à Narbonne, ça change de différents endroits. Ça s'exporte bien, le vin de la côte, honnêtement. Comment vous arrivez à être compétitif, justement ? Alors je ne parlerai même pas des vins de la côte, je dirais les vins suisses, c'est très très compliqué. Première chose, on a un déficit d'image qui est très très marqué, je dirais même. Qui est historique, qu'on garde encore de... Tout le monde sait qu'on fait des montres, du chocolat, qu'on a des banques en Suisse. On en a une de moins, mais on a quand même des banques en Suisse. Et puis, par contre, personne ne sait qu'on fait du vin en Suisse. Il y a peut-être ceux qui viennent skier en Suisse, les Allemands. Qui viennent skier en Suisse et autres, qui savent qu'on a du vin, mais c'est un déficit d'image. Après, le deuxième problème qu'on a, c'est le prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix moyen de la bouteille en Europe est de 3 €. L'entrée de gamme suisse est beaucoup trop élevée pour le marché européen. Moi, je prends une bouteille vide d'une étiquette, un bouchon et autres, ça me coûte déjà 1,50 €. Donc voilà, on sait déjà qu'on part avec pas un déficit, mais une problématique. Après, il faut voir quel marché vous allez. Donc, quand vous êtes sur des prix plus élevés que les autres, il faut viser des marchés de niche, la restauration haut de gamme, des magasins haut de gamme. Donc, c'est ce qu'on a fait, à vrai dire. Donc, finalement, être bio et avoir un peu une image qui sort un peu du lot, c'est un peu ça qui vous offre l'opportunité d'exporter. Vous seriez un vigneron classique vaudois, ça serait plus compliqué. Vous avez des éléments différenciateurs qui vous permettent d'aller un petit peu chercher de l'export. Oui, bon, le bio devient de moins en moins un élément différenciateur, malheureusement. J'allais y venir, c'est que de plus en plus, les gens font le virage du bio, les vignerons, pas que les vignerons suisses, mais les vignerons européens, américains ou même Nouveau Monde, de manière générale. Là aussi, quand le bio sera plus votre élément un peu différenciateur, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez nous inventer quelque chose. Une autre idée. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'avantage, vous surfez, vous allez encore surfer quelques années sur le fait d'avoir été précurseur dans le domaine, mais il n'est pas impossible que vous allez progressivement être rattrapé par les autres. Bien sûr. Et puis la question, c'est un petit peu quelle sera la prochaine innovation, prochaine technique qui va permettre aux vignerons de se démarquer. On a déjà des idées, on est déjà en train de mettre en place certaines choses. Vous parliez de l'événementiel. L'événementiel fait partie d'une partie de la réponse, on va dire. Après, il y a toujours de la place pour tout le monde. Je pense que si on exportait, ce n'est pas simplement parce qu'on était bio. Je pense que j'ai des collègues qui exportent et des possibilités d'export. On ne me demande pas du vin bio, par exemple. Il y a des solutions, il y a des possibilités. Il faut mettre l'énergie. Moi, je pense que j'ai aussi une grande chance avec mon épouse aussi, c'est qu'on a les langues. Si vous voulez exporter du vin, il faut simplement parler l'anglais, il faut parler l'allemand. J'allais y venir, vous travaillez en couple. Ah ouais, ça c'est la grande force du domaine. En couple, petite équipe. Domaine familial, ça. Tout à fait. Alors voilà. Oui, ça s'appelle comme ça, un domaine familial. Oui, et on tient absolument à le rester. On n'est pas une multinationale, bien loin de là. Quoi, 8e génération ? Oui, 8e génération dans le vin. Mon papa est la première génération qui était 100% dans le vin. Donc mon grand-père a donné plutôt l'agricole à mon oncle et le viticole à mon papa. Il avait aussi un petit peu d'agricole. Et puis en 82, il a repris des vignes et puis là, il a arrêté l'agricole pratiquement, complètement, pour se spécialiser viticole. Mais juste pour revenir là-dessus, travailler en famille, en couple, c'est pas toujours évident. 7 collaborateurs, une femme aussi à côté de vous au quotidien. Comment ça se passe, gérer cette équipe, ce grand domaine avec tous ces challenges, une équipe relativement restreinte pour gérer tout ça, et j'imagine majoritairement du personnel plutôt terrain. Au niveau de la gestion administrative et marketing, tout ça, c'est votre femme et vous. Vous êtes deux à piloter tout ça? Au départ, oui. On est partis les deux, vraiment. Bon, on se complète très, très bien à beaucoup d'endroits, on va dire. Mon épouse a une formation d'employé de commerce, secrétaire de direction. Donc, tout ce qui est
je dirais, gestion de l'informatique et autres, du bureau. C'est elle qui le fait. Moi, je fais vraiment que le professionnel. Après, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut travailler en couple. Nous, on a peut-être cette chance-là, c'est de très bien fonctionner et puis que ça ne dérange pas au niveau couple ou famille. Voilà. Après, le côté marketing, on l'a toujours fait nous-mêmes. Alors moi, je vous rassure tout de suite, j'ai eu la moindre formation de marketing. Quand j'ai fait Changin, en ce temps-là, on n'en parlait pas du tout. Non, il n'y avait rien. Après, moi, j'ai un marketing qui est comment dire, visuel et autre. Je regarde toujours, je compare toujours. Je veux toujours apprendre, voilà. Alors, elle est venue d'où, cette idée de la bouteille bleue? Je voulais dépoussiérer le bio. À l'image du bio, quand j'ai commencé, c'était un vigneron avec une grande barbe, des soconies qui roulait qu'une 2 chevaux. Ça ne me plaisait pas trop. Et puis, je voulais montrer plutôt le côté technique du bio. Ouais. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis plutôt un technicien, quelqu'un qui cherche vraiment à évoluer dans la technique. Et puis, je voulais montrer un côté plus moderne du bio. Donc, j'ai regardé les bouteilles. Il y avait plein de choses, des plus grandes, des plus petites et autres. Alors, pourquoi le bleu? C'est une couleur qui me plaît, déjà. Ah, déjà. C'est pas une couleur qu'on retrouve beaucoup dans l'alimentaire, en général. C'est même à l'inverse de l'alimentaire. C'est assez anti-alimentaire comme couleur. Tout à fait. Du temps de mes grands-parents, le bleu, c'était les produits dangereux. Donc, dans les pharmacies, les pharmacies, tous les produits dangereux étaient dans des bouteilles bleues. Donc, c'est aussi la première remarque qu'on m'a fait. Quand je suis parti en bouteille bleue, on m'a dit « mais t'es fou, je veux dire, c'est une couleur qui n'est pas faite pour l'alimentaire ». Et finalement, dans le magasin, sur l'étalage, c'est celle qu'on remarque. Parce qu'elle a une couleur différente, tout simplement, donc ça attire l'œil. Quand vous voulez une bouteille bleue, vous n'avez pas besoin de lire l'étiquette. Il n'y a qu'un fou, il est en face de vous. Stéphane, je propose qu'on parle, puisqu'on parle justement des forces, on a parlé du bio, on a parlé de cette bouteille bleue, mais il y a aussi une autre manière de se démarquer qu'à la Capitaine, c'est l'événementiel. Est-ce que ce serait un plus pour la Capitaine aujourd'hui? Alors, il est probable que l'événementiel, on l'a vu au niveau des chiffres, ne représente pas un chiffre d'affaires très conséquent. Les infrastructures ont été fortement modernisées dernièrement. Alors, le domaine est vraiment magnifique actuellement. Si on met en ratio, honnêtement, vous faites de l'événementiel parce que ça vous permet de vendre des bouteilles. Vous ne faites pas de l'événementiel parce que ça vous permet de gagner de l'argent. Non, ce n'est pas financier. Si c'était financier, on ferait peut-être autre chose. Entre parenthèses, c'est financier indirectement, dans le sens où on veut pérenniser la vente de nos bouteilles, améliorer la vente de nos bouteilles, et c'est une des façons de se faire voir, surtout. Donc, on est à 150 événements à peu près par année, alors peut-être plus l'année passée, on a dit, il y a eu le rattrapage post-Covid, il y a eu beaucoup d'événements. Donc, au fait, moi, je pars du principe que l'événementiel est un moyen pour vous de faire de la dégustation, de faire connaître et vendre des bouteilles derrière. Parce que si on met un rapport, par exemple, vous avez investi quand même une somme importante dans la rénovation complète, avec une magnifique terrasse, un réaménagement aussi des salles, de la cave, enfin, c'est très, très joli. Mais c'est un coût important qui ne peut pas s'amortir par l'événementiel. Non. Non, pas du tout. C'est clair que si je discutais avec mon banquier... C'est pas une bonne idée. Moi, je fais le calcul, c'est pas une bonne idée. Non, on précise 1 million de francs d'investissement quand même pour rénover tout ça. Donc, c'est vrai que vous semblez avoir un attrait pour développer l'événementiel, en fait. Alors, j'étais enseignant, donc moi, j'aime bien recevoir des gens, j'aime bien expliquer mon métier. Et on va dire que c'est difficile de se faire connaître. On parle vin, on peut faire des expos, on peut faire plein de choses. Nous, on essaye de faire différemment. On a décidé, à vrai dire, à la place de partir sur les chemins de Suisse pour faire connaître nos vins dans différentes expos et autres, on a dit, on va faire le contraire, on va faire venir les gens chez nous. Et puis, ils vont nous voir. Alors, si vous venez chez nous, ça va être difficile de louper la bouteille bleue. Vous la voyez à différents endroits, alors, sans qu'il y en ait trop non plus. Mais je veux dire, vous allez bien savoir, quand on va vous servir un verre de vin, il n'y aura pas besoin de vous dire d'où ça vient. Vous allez le reconnaître assez rapidement. Voilà, donc c'est du marketing. Je crois qu'il faut aussi... l'investissement qu'on a fait, c'est un investissement marketing. Ce n'est pas un investissement financier pur et dur où on voit un retour sur... on l'aura le retour, ou j'espère qu'on l'aura, mais différemment. On précise juste, l'événementiel, c'est quoi qui se passe en fait chez vous? Mariage, banquet, anniversaire, c'est quoi? Tout ce on vous fait une totale quand vous êtes né, on vous fait le baptême, le mariage, les divorces, on a fait 2 divorces aussi. Non, c'est pas vrai. Ça se fait, il paraît maintenant. D'accord, ça se fait. Ouais, c'est assez surprenant le premier coup. Bon, c'est vrai que ça pose des questions, Stéphane, cette idée d'événementiel. Oui, beaucoup d'entreprises dans le domaine du vin vont faire de l'événementiel. Alors, les caves ouvertes, maintenant on le sait, que ce soit les caves ouvertes chez
dirais, cantonale, régionale, ou maintenant la cave ouverte du vigneron, c'est le moyen quand même de vendre. Ça revient, vraiment, c'est une tendance qui revient. Hein. Ça avait un petit peu disparu il y a 15-20 ans. Depuis 4-5 ans, une dizaine d'années même, on voit vraiment un engouement pour ces caves ouvertes. Les gens viennent, vous êtes ouverts tous les samedis matins pour faire déguster. La fréquentation est bonne, les gens viennent, découvrent. Comment ça se passe un petit peu? C'est vraiment pour vous un des leviers, un des moyens de faire venir du monde? Exactement. Un des de faire venir du monde, faire découvrir nos produits et de les vendre surtout. Le but, c'est quand même de les vendre au bout du compte. Après, il faut faire déguster le produit. Je veux dire, on a un produit que les gens veulent goûter. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi une chose qu'on ne s'imagine pas, c'est que souvent, il y a des gens qui habitent la région et qui ne savent pas comment entrer dans une cave. Nous, on est nés ici, on connaît tout le monde, c'est facile d'entrer dans une cave, et encore. Mais des gens qui ne sont pas nés ici, qui arrivent dans la région, les portes ont l'air plutôt fermées qu'ouvertes. Quand vous allez en Bourgogne, à Bordeaux, peut-être Bordeaux, ce n'est pas le meilleur exemple, mais en Bourgogne, en Alsace, voilà, par exemple, vous avez des caves. C'est habituel, oui. C'est habituel, il y a les chemins du vin, les routes du vin et autres. En Suisse, on n'a pas encore tout ça. On a pris le virage, on commence à prendre conscience de cela. Tout à fait, exactement. Est-ce que, justement, je vois des programmes qui se développent, le no-tourisme est en plein développement, on a des regroupements, des confréries ou des associations ou des labels qui essayent de se regrouper là-dessus. Vous faites un petit peu figure de proue, hein, vous êtes un peu le fer de lance dans l'innovation, le marketing, mais vous ne faites pas beaucoup partie de ces associations, de ces confréries. Vous ça fonctionne. Donc finalement, les autres, ils n'ont pas le droit de bénéficier de votre succès, de votre bénéfice. Je me verrais mal donner des conseils à mes collègues. Je veux dire, chaque cas est différent. Après, ça prend beaucoup de temps. Quand vous faites l'événementiel chez vous, vous faites différentes choses. Moi, je suis pris, vous vous dites, il y a 150 événements chez moi, il y a 150 événements où j'essaye d'être présent d'une façon ou d'une autre pour dire bonjour, faire une visite de cave ou autre. Donc mes soirées ou mes débuts de soirée sont pas mal occupés, je dirais. Après, j'ai aussi un âge qui fait que j'ai fait partie de différents comités quand j'étais plus jeune. Et puis, voilà, il y a un tournus aussi. J'ai fait partie de la commission technique de BioSuisse. J'étais à l'appellation de la côte, c'est IVSC. J'ai fait partie de pas mal de choses au départ. Après aussi, le domaine, ça a grandi. Mon emploi du temps devient pas mal serré, malheureusement. J'espère retrouver un petit peu de temps pour plus tard, quand mon fils sera revenu, notre fils sera revenu, pardon. Et puis que ça me donnera peut-être un peu plus de temps pour être de nouveau dans ces associations, mais j'en fais partie. Parlons peut-être du marché du vin en Suisse, Stéphane, et des enjeux futurs, justement, pour un vigneron comme M. Reynald Parmelin. Et notamment, on va revenir avec ce grand tableau que nous avions vu avant, qui nous montrait justement la situation des ventes du vin en Suisse, avec un net recul sur, alors un comparatif l'année 2020 à 2021, c'est les derniers chiffres. Mais par contre, les vins vaudois, et notamment les vins de la côte, là, ça semble bien se porter. Alors comment on explique tout ça? Alors, il faut mettre ce chiffre en perspective. Là, on est sur les chiffres dans la vente de grande distribution. Donc, la grande distribution, en effet, le vin vaudois se porte bien par rapport aux Genevois ou aux Valaisans. On a quand même malheureusement une balance qui est encore très portée sur le vin étranger, environ sur 30 litres consommés par habitant en Suisse par an, seulement un tiers est suisse, les 2 tiers restants sont étrangers. Le vin suisse a quand même perdu quasiment 20% de son volume de vente en 10 ans, donc on n'est quand même pas sur une pente très positive. Vous, au contraire, c'est plutôt une pente progressive, vous êtes plutôt sur une croissance. C'est vrai que c'est un petit peu, c'est un monde difficile, on a l'impression que les choses vont bien, évoluent, changent, vont dans le bon sens avec le bio, avec d'autres choses, mais les chiffres restent tout de même assez inquiétants. J'ai envie de vous demander, pour vous, c'est quoi l'avenir et faites quoi dans le domaine du vin suisse? Qu'est-ce qui va se passer? La qualité, uniquement, pure et dure. On ne peut pas se battre sur le prix. On a des gens qui produisent autour de nous largement moins cher que nous, au prix du sol, de la main-d'œuvre et autres. Donc il n'y a que la qualité. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourrait avoir aussi en Suisse des bouteilles d'exception? Aujourd'hui, les Suisses, on a l'impression que notre bas de gamme est trop cher et notre haut de gamme n'est pas assez cher. On a un complexe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas vendre des vins à plus de 150, 200, 300 francs ou même des milliers de francs comme peuvent le faire nos pays voisins? En Suisse, on a un complexe, qu'est-ce qui se passe?
Oui, on fait déjà des vins d'exception, mais on ne sait pas les vendre, en effet. Donc, il y a des excellents vins, il n'y a qu'à voir. Dernièrement, Marie-Thérèse Chapa sort un 100 sur 100. Malheureusement, je dirais, moi, ce qui me chagrine le plus avec Marie-Thérèse, c'est qu'il n'y a pas de bouteille à vendre. Oui. C'est ce qui est triste dans l'histoire. Il n'y a pas de volume. Mais ça montre bien, et si vous regardez les concours internationaux que les vignerons suisses font, on sort de mieux en mieux, on sort dans les premiers très souvent. Mais comment on explique, pardonnez-moi, mais comment on explique que dans le canton de Vaud, ça se passe mieux qu'ailleurs, qu'à Genève ou qu'en Valais ou... Je pense qu'on a un rapport qualité-prix qui est meilleur, tout simplement. Le Valais, la Vaud, malheureusement, ne peut pas produire bon marché par rapport à la topographie, tout bêtement. Alors les vins sont plus chers que sur la côte, et la qualité de la côte est aussi fortement montée. Donc on se retrouve avec des différences de qualité de vin qui ne sont pas forcément meilleures sur la Vaud. Par contre, le vin est largement plus cher. Un choix peut-être plus faible aussi. La Vaud a toujours tout misé sur le Chasselas, et ça, c'est peut-être une erreur stratégique d'avoir tout misé sur le Chasselas. Alors, je ne suis pas en anti-Chasselas, qu'on soit bien honnête. Au contraire, c'est un vin que j'adore, mais on ne peut pas tout miser dessus. Nos domaines, il reste quand même le vin. Donc, dans la côte, on se diversifie avec plusieurs cépages, quoi. C'est ça que vous dites. C'est ça, on n'a pas tous les œufs dans le même panier, tout simplement. Peut-être dû à la diversité de la clientèle aussi qu'on va avoir sur la côte, peut-être un peu plus internationale. Donc le Chasselas ne va pas forcément parler aux anglo-saxons ou autres. Mais de nouveau, vous savez vous vendre. Vous savez que vos voisins ont plus de mal à savoir se vendre. Vous avez quelque chose à amener, là. Vous avez une valeur, si ce n'est à inspirer ou donner un peu des idées à vos collègues. J'insiste parce que... Je vois. Parce que vous le dites très bien, on a des bons vins, mais on n'est pas forcément toujours à même de le vendre. Vous avez un site web, vous avez de la promotion, vous faites de l'événementiel, vous avez su vous démarquer avec une bouteille. Toutes ces choses-là sont des bons conseils. Si demain, un jeune vigneron venait vous voir en vous disant « Comment je fais ?» C'est quoi les conseils que vous pourriez donner d'entrée? D'entrée c'est pas si facile que ça, on va dire. Ça s'improvise pas non plus. Non, ça s'improvise pas. Et puis, j'aime pas donner des conseils, en parenthèse, parce que le conseil est juste pour un, il faut pour l'autre. Il faut tout connaître, on va dire. Après, je suis plutôt quelqu'un qui veut rester pas tranquille, mais humble dans son coin. Et j'aime pas trop donner des conseils, justement, parce que c'est pas facile, à vrai dire. Après, bien sûr, il y a des conseils bateaux, mais les conseils bateaux ne vont pas faire avancer les choses pour tout le monde. Il n'y a pas une recette miracle, voilà, et puis qu'on peut appliquer partout. Je pense, oui, il y a un conseil que je pourrais donner, c'est de travailler. Le résultat, c'est quand même du travail, c'est des heures de travail, c'est des heures de présence aussi. Pour les clients viennent le samedi matin. De la qualité. Et puis, savoir se vendre, en fait. C'est ça, finalement, à vous entendre. Savoir se vendre. Stéphane, on va terminer par ça, peut-être, dans les enjeux futurs aussi, puisqu'on a parlé de ce chiffre tout à l'heure de Swiss Wine Promotion, qui donc est passé de 2,8 millions de francs en 2022 à 9 millions de francs en 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait aujourd'hui pour mieux vendre le vin suisse? Oui, alors Alexandre, vous avez fourché, hein, donc oui. Le terme est volontairement en anglais parce que l'objectif, c'est la promotion au niveau international. Swiss Wine Promotion, c'est vraiment faire connaître les vins suisses. Peut-être que les chiffres qui, malheureusement, ces 3-4 dernières années n'ont pas été au beau fixe pour le vin suisse de manière générale, ont encouragé Swiss Wine à se remettre en question, à développer vraiment des outils, des promotionnels importants. On n'a pas encore aujourd'hui la répartition sur comment cette enveloppe de 9 millions va être utilisée, mais c'est quand même 3 fois plus que les années précédentes. C'est un indicateur, ça. Ça démontre tout de même une volonté. Par exemple, pour vous, se promouvoir à l'international, vous le disiez tout à l'heure, c'est aller chercher les marchés ciblés, les bons marchés, donc l'Europe du Nord ou d'autres. Qu'est-ce qui pourrait faire le succès du vin suisse à l'étranger, autre que ça? La qualité, on est connu pour des montres ou du chocolat ou d'autres choses de qualité. Est-ce qu'on pourrait demain dire qu'on est un producteur de vin en Europe qui est parmi les plus qualitatifs? Oui, bien sûr. On pourrait, après, de nouveau, question d'image viticole pure et dure, on a la chance d'avoir des porte-drapeaux comme Federer et autres qui sont extraordinaires pour nous.
on surfe peut-être pas assez avec, ou Federer est peut-être trop cher pour les vins suisses. Un appel du pied, non. Federer avec une bouteille bleue à la main, c'est sympathique. Peut-être essayer Ecodermat qui sera moins cher. Non, mais je dirais, voilà, c'est pas facile. Il y a aussi des questions quand vous entrez sur un marché. Il faut pouvoir fournir ce marché. Oui. Il ne faut pas oublier que la viticulture suisse, c'est 15 000 hectares. C'est l'Alsace, pur et dur, rien d'autre. Bordeaux, c'est 100 000 hectares. Bordeaux va arracher 15 000 hectares cette année, si tout va mal. Entre parenthèses, c'est comme s'ils arrachaient toute la surface viticole suisse. Donc il faut aussi se replacer dans le contexte mondial. Il faut aussi voir l'argent qui est mis par les pays. L'Europe a des budgets faramineux. On parle de 9 millions pour la Suisse, pour Swiss Wine Promotion. Et puis, sauf erreur, l'Italie en a 3 fois plus, rien que pour pénétrer le marché suisse. Donc voilà, il faut mettre les chiffres où ils sont. Et c'est très, très difficile de concurrencer ces pays. Je veux dire, quand vous prenez du vin d'Afrique du Sud, je discutais une fois avec un de mes distributeurs, il disait, quand le vin sud-africain arrive en Suisse, il est moins cher que ton vin que tu me vends directement. Pourquoi ? Parce que les pays payent pour l'exportation. L'Europe, c'est exactement la même chose. Ils reçoivent des subsides pour l'exportation, à condition que ce ne soit pas dans l'Europe. Peut-être juste un chiffre. Là, qui paye, disons-le peut-être, qui paye le budget de Swiss Wine Promotion ? Ça vient d'où ? Alors, c'est une participation, entre autres, des grandes maisons de vin. C'est la promotion touristique suisse, c'est l'Office fédéral de l'agriculture. Et cette enveloppe-là, voilà, il y a d'autres projets, des initiatives comme Vaux-Unotourisme ou d'autres de ce type-là. Mais peut-être pour donner un chiffre qui va expliquer... Et ce sera la dernière question. Alors, c'est plus une explication, c'est qu'on importe 150 fois plus de vin qu'on exporte. Donc on l'a dit, un déficit à exporter notre vin, mais il y a quand même un potentiel. Et là, on est quand même sur des chiffres et des proportions qui sont assez folles. On consomme 2/3 de vin étranger en Suisse, on importe énormément, on exporte très peu. Alors qu'on pourrait se positionner, pour certains de vos vins, sur du plus haut de gamme et essayer de jouer la carte, rester sur du vin moyen haut de gamme pour la population suisse, puis peut-être chercher du très haut de gamme, comme on l'a vu dans le Valais, et aller chercher ça. Est-ce que c'est une piste ? Est-ce que c'est là que vous pensez qu'on doit chercher l'exportation ? C'est une piste, mais le très haut de gamme, c'est qui le prennent ? C'est les Asiatiques. Et les Asiatiques, dans les grandes lignes. Un petit peu en Corée, mais très peu... Oui, tout le sud-est asiatique, on va dire. Et là, ils achètent de la marque. Ils achètent du Bordeaux, pour ne pas citer le nom. Et puis, quel que soit le Bordeaux, c'est du Bordeaux qu'ils veulent. Mais la Vaud, c'est très bon aussi. C'est une belle appellation, c'est une belle image dans le monde. Valais, c'est extraordinaire. Genève a des vins extraordinaires aussi. Il ne faut pas l'oublier. Mais ça va prendre du temps. Voilà, ça va prendre du temps. C'est un investissement à long terme qu'on doit faire. Mais c'est l'agriculture en général, ou la viticulture, c'est l'investissement à long terme. C'est pas Internet chez nous. Et ben voilà, un investissement à long terme, donc pour le domaine, la capitaine que vous représentez aujourd'hui. Donc Reynald Parmelin, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui dans Écorégion. Avec grand plaisir. Et merci Stéphane Meyer, on se retrouve le mois prochain avec donc, vous le savez, un autre entrepreneur de la région qui viendra nous parler de son business. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission économique sur NRTV. Dites-nous tout en commentaire sur les réseaux sociaux si vous avez aimé cette émission et puis partagez-la. Bien entendu, on se retrouve le mois prochain dans Écorégion. Bye. Vous avez regardé l'émission Écorégion en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Ton burger est encore plus juteux qu'avant et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et le fromage. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux.